Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde. Heureux de vous retrouver en cette fin d'été qui vous aura été agréable, je l'espère. Je suis toujours assisté d'Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Thibaut, bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie. Merci d'être avec nous. Elisabeth se fera une joie, je crois, de lire vos messages. Bon, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos questions. Cette émission sera consacrée à un sujet, à un phénomène particulièrement d'actualité, mais que nous allons mettre en perspective et que nous tâcherons de décrypter en profondeur. Il s'agit de la manipulation de l'écologie à des fins idéologiques. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir à cette occasion Pascal Bernardin. Bonsoir. Bonsoir chers auditeurs. Merci d'être venu de loin pour cette occasion. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, un en particulier qui nous intéresse ce soir, qui s'intitule « L'Empire écologique », paru aux éditions Notre-Dame de Grâce, il y a déjà 20 ans, je crois, environ, et qui était, on peut le dire, assez visionnaire. Voilà. Vous avez écrit 2 autres livres, je le dis tout de suite pour ne pas oublier. Il y avait « Le crucifiement de Saint-Pierre », sur des questions plutôt religieuses, mais il y a aussi un lien, quelque part, avec le sujet de ce soir. Et puis, un autre livre qui s'intitule « Machiavel pédagogue », sur la crise de l'éducation. Nous avons aussi dans le studio Alain Pascal. Bonsoir Alain. Ami de la Résistance, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien connu des auditeurs réguliers de cette émission, en tout cas. Vous êtes l'auteur de 8 livres sur l'histoire occulte, entre guillemets. Et un en particulier touche à notre sujet. Il s'agit de mai 68 et la destruction de la France. C'est votre dernier livre d'ailleurs. Il y a tout un chapitre consacré à la question de l'écologie. Vous nous en direz quelques mots tout à l'heure. Nous avons aussi la grande joie de revoir Olivier Piacentini. Bonsoir Thibaut, bonsoir chers auditeurs. Après une trop longue absence, on en dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Ça va peut-être toucher un peu notre sujet. Vous êtes essayiste politique. Vous avez écrit 5 ou 6 livres. 6 livres, oui. Le dernier, OPA sur l'Élysée, aux éditions de Paris. Et l'avant-dernier, La mondialisation totalitaire, toujours aux éditions de Paris. Voilà, j'avais aussi noté Le crépuscule de l'Occident, exactement, oui. Vers la chute de l'Empire occidental. Voilà. Nous avons aussi dans le studio le frère Thierry. Bonsoir frère. Bonsoir chers amis. Vous êtes animateur du cercle Retour au réel. Voilà. D'ailleurs, je vous propose de passer tout de suite, frère Thierry, votre annonce, car nous ne savons pas comment l'émission va finir. Alors, donc le premier lundi de septembre, je reprends les activités des dîners-conférences et ça va avoir pour sujet un sorte de bilan sur les Gilets jaunes par Maître Abosi. C'est à 7h30 au 9 rue du Vieux-Colombier. Et pour la question de l'écologie, on pourra retrouver sur le site sur YouTube, Retour au réel, au moins 2 conférences de M. Delarmina, entre une très intéressante, l'écologie, une nouvelle religion au service de l'ordre mondial. Très bien. Et quand je disais que nous ne savons pas comment l'émission va finir, je faisais allusion au manque de temps que nous avons parfois en fin d'émission pour passer les petites annonces. Je ne redoute pas que vous partiez tout d'un coup en claquant la porte furieux. Qui sait ? Enfin bon, ça nous peut arriver. verrons. Ouais, tout est possible. Alors, il y a 2 aspects dans le sujet de ce soir. Il y a d'une part des mythes et des manipulations autour de la question écologique. Et puis, il y a aussi l'instrumentalisation de ce sujet, de la peur qui va avec. Est-elle légitime ou pas ? Nous allons en parler. À des fins idéologiques, je ne dévoile pas grand-chose en disant qu'elles sont en lien avec le projet mondialiste. D'abord, je voudrais vous poser une question, peut-être un peu délicate, mais est-ce que vous vous considérez, messieurs, comme écologistes vous-même ? Alors, qui commence ? Alain Pascal. Vous avez des mots durs sur l'écologie en elle-même dans votre livre. J'ai des mots durs parce que l'écologie, il ne faut pas oublier qu'elle a été fondée au moment de la première écologie, elle est pendant la guerre froide. Donc, si vous voulez, il y avait des arrière-pensées. Moi, je vis à la campagne, donc j'aime la nature. Et les écologistes, tout le monde le sait, ont ces spécificités de n'y rien connaître à la nature. Donc, si vous voulez, pour répondre brièvement à cette question, je ne suis pas du tout écologiste. Voilà. J'aime la nature,
Je suis pour la préservation de la nature, mais pas du tout au sens des écologistes. Alors je pense que Pascal Bernardin nous expliquera tout ce qu'il y a derrière le détournement de l'écologie, puisque c'est son sujet. Mais si vous voulez, sur la base, pour répondre, c'est non. Et puisque je vis à la campagne, je voudrais aussi dire, je pense aux paysans, je pense aux gens qui vivent là-bas et qui souffrent de l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie est une nuisance pour les provinces. Parce que tout devient difficile. Un paysan aujourd'hui, il ne peut plus cultiver sa terre comme il veut, etc. Donc, si vous voulez, il a des normes, mais ça atteint des niveaux invraisemblables. Oui. C'est-à-dire qu'il veut tuer des pigeons qui arrivent sur sa terre, il faut qu'il demande une autorisation administrative. Donc, si vous voulez, on en est à du Kafka à la campagne. Enfin, en Bretagne, qui est quand même un risque sanitaire. Donc, en ville, on se rend moins compte. Voilà. Oui. Donc, si vous voulez, sur ce plan-là, je suis donc tout à fait hostile aux écologistes. À l'écologie, utilisée politiquement, et aux écologistes particulièrement. On peut quand même pas nier qu'à la campagne, il y a aussi un risque sanitaire avec l'utilisation de certains produits par certains agriculteurs. Tout à fait. D'accord. Pascal Bernardin, le terme d'écologie lui-même. Oui, le terme me choque parce que c'est un terme très récent qui n'existait pas il y a si longtemps. Ouais. Alors c'est à croire que l'humanité, pendant 2000 ans ou bien plus encore, n'a pas réussi à vivre sans ce mot, sans ce concept. Pardon, excusez-moi, mais on vous répondra que jusqu'à présent, l'homme n'avait pas... Que les choses ont changé. D'effet sur la nature. Tout à fait. Donc, alors justement, là, il y aurait un vaste sujet, c'est quel est l'effet réel de l'homme sur la nature. Et ça, quel est l'effet concret, mesurable, et non pas l'effet médiatique, ce qui est un tout autre sujet. Mais je ne voudrais pas aborder immédiatement cette discussion, cette polémique. Donc la question de l'écologie. Alors effectivement, Alain Pascal a rappelé que le terme est sorti pendant la guerre froide. Et ce qui est très intéressant, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a eu un consensus entre Américains et Soviétiques qui s'est fait dans les services secrets sur la question des problèmes globaux et en particulier de l'écologie. Alors c'est un sujet absolument passionnant parce que, bien évidemment, tout ce qui touche aux services secrets est inconnu par définition, mais on a quand même quelques éléments qui ont fuité de ci, de là, parce que l'URSS est tombée, parce que un certain nombre de personnes, un certain nombre d'anciens des services secrets soviétiques ont fait sont passés à l'Ouest, et parce que également un certain nombre d'ouvrages ont été écrits à l'Occident, en particulier par James Jesus Angleton, donc l'ancien chef de la CIA, qui a parlé un petit peu de ces choses-là, qui a parlé un petit peu du cas Golitsyn, et puis de l'autre côté, donc par des Russes. Et là, ce qu'on voit, par des Soviétiques, pardon. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a effectivement eu une élaboration idéologique qui s'est faite au plus haut niveau, donc au niveau des services secrets, en URSS au niveau donc de cercles secrets du Parti communiste, de l'Académie soviétique des sciences, et d'autres institutions du même acabit, c'est-à-dire les meilleurs cerveaux de la planète. Et donc ce sont ces gens-là qui ont lancé l'écologie dans les années 50, 60. On a eu la conférence de Stockholm en 1972, qui a été l'ancêtre de la conférence de Rio en 1992. Et déjà, dans les actes de la conférence de Stockholm, tout ce qui concerne l'écologie était écrit. Il y avait tout, il suffisait de le lire. Alors souvent, ce n'était pas développé. Il y a eu un progrès, entre guillemets, bien évidemment, un progrès idéologique qui a été fait pendant tout ce temps, un travail idéologique considérable qui a été fait, mais la notion d'écologie, ce terme, en fait, ce que ce terme véhicule, cette arme de propagande, cette arme idéologique, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, une restructuration de l'Occident suite à la perestroïka, qui a été la restructuration de l'Union soviétique. Donc, suis-je écologique? Alors, j'aime pas la question, parce que bien sûr, nous devons tous vénérer l'œuvre de Dieu. La création est l'œuvre de Dieu, et l'on voit dans l'œuvre de Dieu les vestiges de la très sainte Trinité, comme l'on dit. Donc on ne peut pas ne pas avoir une fibre écologique. Mais ce qu'est l'écologie actuelle, ce que
ce mot véhicule dans tous les sens, enfin aussi bien politique, économique que spirituel, parce qu'on sera forcé d'y arriver. C'est véritablement, à proprement parler, révolutionnaire. Et je n'aime pas utiliser les termes de mon adversaire. Voilà, pour répondre à votre question. Oui. Mais à propos du mot lui-même d'ailleurs, écologie, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'écologisme plutôt que d'écologie? Enfin, Thierry. Ce qui est important, c'est de voir que dans l'Antiquité, au fond jusqu'au Moyen-Âge, l'homme, quel était son rapport avec la nature? Pour la dominer, il se soumettait à des lois, aux lois du cosmos, à des lois éternelles, à l'harmonie, à l'ordre naturel. L'homme moderne cherche à violer la nature. Il en arrive au déséquilibre actuel. Et ce qui est important à voir, que l'écologie amène forcément une nouvelle anthropologie. Quelle est la place de l'homme dans la nature? Et ça, je pense que c'est un problème très important. Ah, vous allez loin. Oui. Nous allons y venir petit à petit. Oui. Mais vous mettez en cause l'écologie elle-même. Hein. Mais bien Moi, sûr. je pense qu'il faut- Et je dirais même que c'est une nouvelle idéologie, une nouvelle religion qui est en train de gagner grâce aux ONG qui ont des finances incommensurables, supérieures même aux États, et qui imposent le nouveau credo à tous les partis. Ouais. Mais dans ce cas, il faudrait peut-être mieux parler aussi d'idéologie écologiste ou d'écologisme plutôt que d'écologie en tant que telle. Alors, Elle n'est pas intrinsèquement de gauche, non? D'ailleurs, politiquement, en France en tout cas, c'est assez récent, cette captation du marché politique écologique par la gauche, sous le nom des Verts. Originellement, c'était pas ça. On pourrait dire qu'il y a La droite était peut-être même... il y a différents sédiments. Comment dire, première sur ce... Oui, créneau. L'aternement pas, disait l'un. Mais Olivier Pierre-Sottini. c'est à deux niveaux Mais il s'agit pas différents. de ça. Parce que, si vous voulez, bon, déjà, le terme, moi je ne peux pas être écologiste, déjà, pour la simple et bonne raison que le terme, c'est un terme en isme, c'est une idéologie de l'écologie. Et nos amis, donc Alain Pascal et M. Bernardin, ont eu bien raison de faire référence à la guerre froide. Pourquoi ? Si vous observez bien, si on se rappelle de ce temps-là, des années 70 et 80, le courant écologiste était relié au courant pacifiste. Ces fameux pacifistes, dont Mitterrand, qui n'était pas un homme de droite, a bien dit « les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est ». Les pacifistes, c'était des écologistes, enfin c'était lié à la même mouvance. Il y a aussi la mouvance du Club de Rome, la croissance zéro, qui était liée dès cette époque-là, à une nécessité de préserver les ressources de la planète, alors qu'à cette époque, il n'y avait pas de menaces telles qu'on en parle aujourd'hui au niveau, je dirais, du climat, du dérèglement, etc. Alors, moi, vous savez, Thibault, je suis corse. Oui. Et je dirais, je suis un paysan corse. Et je suis fier de l'être. C'est-à-dire, je suis né dans une commune rurale. Vous voyez, l'été, j'allais avec mon grand-oncle, je l'aidais à faire son petit jardin. Après, on allait à la pêche, etc. Donc, la nature, c'est quelque chose pour moi qui est plus que mes racines. C'est mon cadre de vie d'origine, si vous voulez. Je suis devenu citadin parisien et très content de l'être. Mais l'origine de ma vie, c'est les pieds dans la terre. Et quand l'homme avait les pieds dans la terre et vivait proche de la nature, observez bien, enfin c'est une intuition que j'ai, il était aussi plus proche de Dieu. Parce que la nature, c'est l'œuvre de Dieu. Donc il révérait l'œuvre de Dieu. L'autre jour, j'ai suivi une émission sur des marins qui affrontaient des tempêtes en haute mer et qui étaient très croyants. Parce qu'eux étaient vraiment en contact de la nature. Depuis qu'on est passé dans une civilisation urbaine, et de plus en plus urbanisée, la foi décline, et il me semble qu'il y a un lien. Évidemment, ce n'est pas que ça, mais il y a un lien. C'est qu'on vit dans un monde artificiel qui est l'œuvre de l'homme et non plus de Dieu. Il y a un lien qui est... Pardon. Il y a un lien qui est très facile à voir pour les gens qui vivent à la campagne, dont je suis également, bien que j'ai passé malheureusement 20 ans à Paris. C'est que quand vous êtes à la campagne, et Alain ne me contredira pas, le soir, vous voyez les étoiles. Vous êtes obligé de voir les étoiles. Et si vous avez le bonheur de ne pas avoir de pollution visuelle, de ne pas avoir de pollution lumineuse, vous voyez énormément d'étoiles pour peu que vous attendiez que vos yeux s'habituent. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut être vraiment très très bouché pour ne pas s'interroger. Quand vous voyez ces milliards d'étoiles, la Voie lactée, ce spectacle extraordinaire. Et ça, ce spectacle, il est voilé. Ce spectacle est voilé aux citadins. Et ça, pour moi, c'est une grande malédiction des citadins, c'est qu'ils ne voient pas les étoiles.
Et d'autres choses toutes simples. Quand vous vivez à la campagne, vous avez le rythme de la nature, le rythme des saisons. C'est Vous ça. voyez les saisons auxquelles vous ne pouvez rien faire. Elles s'imposent à vous. Il n'y a aucun moyen. Vous ne ferez pas que l'automne arrive en été ou d'autres choses similaires. Il n'y a rien à faire. Ah oui. Vous êtes sujet. Vous ne pouvez pas faire que les figues qui sortent en ce moment à Nice, vous ne pouvez pas faire que les figues sortent avant ou après. Il n'y a absolument rien à faire. Alors, Et ça, ces choses-là, quand vous les voyez au quotidien et quand vous voyez le rythme des saisons au quotidien sur toute l'année, vous êtes obligé forcément de vous poser la question, mais qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Quel est l'ouvrier ? Quel est le créateur ? Qui a fait une chose aussi extraordinaire que cela ? Aussi compliquée et à la fois qui fonctionne aussi bien, qui peut résister à des chocs très très violents et qui se perpétue. Qui a fait ça ? Et ça, à partir du moment où l'on passe de la campagne à la ville, eh bien forcément, on ne peut plus le voir. Alors finalement cette vision, on pourrait presque dire cette contemplation des choses, est décrite quelque part dans les Écritures où Dieu dit ils seront condamnés car ils n'ont pas reconnu l'œuvre du Créateur dans la création. Et là, véritablement, je crois que c'est ce point qui en fait permet de répondre à votre question qui me dérangeait tant initialement sur l'écologie. Si, en parlant d'écologie, ce que l'on veut dire, c'est contempler l'œuvre de Dieu, bien sûr, nous sommes tous écologistes. Maintenant, c'est ce qu'on veut dire, c'est prendre sa carte au parti au vert ou à un autre parti. Là, forcément, tout le monde va vous répondre que non. Olivier Placentini, vous vouliez... Mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et moi, mon impression, de toute façon, c'est que l'écologisme, ou le courant écologiste, si vous voulez, enfin la politique écologiste, parce qu'elle c'est une politique, les écologistes sont pour la plupart des urbains. C'est pour ça que j'ai abordé la question de mes origines. Et je pense sincèrement qu'ils n'en ont que faire de la nature, de la qualité, de la préservation de la nature, de la vie des gens qui vivent encore avec la nature, parce qu'il y en a encore en France, des territoires, parce que la France c'est aussi une nature qui est façonnée par l'homme français, par son sens de la préservation de l'habitat, son sens du travail, la façon dont il cohabite avec cette nature. Et donc les écologistes n'en ont que faire de ça. Bon, écoutez, pas tous quand même. La plupart ouais. sont des urbains, ils aiment bien la nature pour passer leurs vacances quelques jours, et j'en termine, je crois que le fond de tout ça, c'est de contraindre toujours plus l'homme occidental, de l'écraser sous un rouleau compresseur de contraintes qui n'ont absolument rien à voir avec la nature. En fait, l'écologisme, c'est un espèce de bâton pour taper sur l'homme occidental moyen et sur toute sa façon de vivre, sa façon de percevoir le monde, et tout l'indique. Et regardez, c'est quand même extraordinaire. On nous parle d'écologie en France. La France est un des pays qui est les plus propres au monde. Il y a une étude récente sur les émissions de gaz carbonique. On est le deuxième pays le plus propre du monde. On n'est même pas au niveau des émissions de gaz carbonique d'un pays développé. Oui. Hein ? Et pourtant, c'est sur nous qu'on tape toute la journée. Nous sommes particulièrement culpabilisés. Voilà. Bon. Bizarrement, quand il s'agit de la Chine, personne n'en parle. Pourtant, là, ça y va, à mon avis. Hein. J'ai pas été voir, mais j'aimerais bien. Hein. Alain Pascal. Oui, moi, je vais rebondir là-dessus, parce que jamais les concepteurs de l'écologie n'ont parlé de l'ordre naturel, au sens chrétien du terme. Exactement. Jamais. Alors que c'est tout le fondement, effectivement, de notre respect de la nature, c'est parce que la nature a été créée par Dieu. Et il ne faut pas oublier que l'écologie, je reviens sur les concepteurs, parce que c'est vrai que les années 50 sont vraiment un très grand tournant là-dessus, c'est une idéologie, ça fait partie des idéologies gauchistes.
c'est-à-dire de la quatrième gauche, et nous sommes donc pendant la guerre froide, et c'est un complément du communisme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le gauchisme a été conçu, ce que j'explique évidemment dans mon livre, comme une roue de secours du communisme qui s'essoufflait. Donc l'écologie a été conçue parallèlement à d'autres idéologies que Piacenti a dit tout à l'heure, Olivier a dit tout à l'heure, c'est par exemple le pacifisme, mais le pacifisme, il s'entendait un désarmement de l'Occident. Ah bah bien sûr. Bien entendu. Et les chanteurs... et c'est Mitterrand qui l'a dit. Hein. Absolument. Et le tiers-mondisme, c'est pareil. Parce qu'à l'époque, la science, la technique était occidentale, donc vous avez aussi tout un aspect anti-scientifique dont on parlera tout à l'heure, je pense, de l'écologie, parce que c'était l'Occident qui maîtrisait la technique. Et l'Occident avait de l'avance, et les Soviétiques ne pouvaient pas gagner la guerre, heureusement pour nous d'ailleurs, parce qu'ils avaient du retard, donc ils ont fait concevoir par des intellectuels des idéologies supplétives au communisme pour détruire la civilisation de l'Occident, pas simplement parce qu'elle est occidentale, mais c'est parce que c'est l'Occident chrétien. Notre civilisation a été sanctifiée, elle est devenue chrétienne. Nous avons un passé païen et nous sommes devenus chrétiens. Et le gauchisme en lui-même, parce que mon livre est sur l'ésotérisme, évidemment l'aspect religieux du gauchisme, c'est une guerre contre Dieu. C'est-à-dire que le but, c'est de détruire la création de Dieu. Donc en fait, les écologistes, c'est pour ça qu'ils sont progressistes. C'est qu'ils font partie d'une gauche qui veut absolument mettre l'homme partout et le progrès, le mythe du progrès, à la place de la nature créée par Dieu. On va modifier la nature créée par Dieu. Ça aboutit à des catastrophes. Donc aujourd'hui, en fait, l'écologie, au départ, est une idéologie progressiste. C'est un paradoxe. Il avait été mis en exergue, je crois, il y a une vingtaine d'années par Molnier ou quelque chose, ou d'autres auteurs. Donc, si vous voulez, il faut pas isoler ça. Il y a une sorte de bon sentiment. Tout le monde aime la nature, tout le monde aime les petits oiseaux. Bien sûr. Donc, on nous prend par les sentiments. Mais derrière, c'est pervers. C'est une idéologie perverse. Mais voilà. Ça joue sur, si vous voulez, c'est vrai, des craintes, parce que tout le monde, quand on voit que certaines espèces disparaissent, les éléphants par exemple, ou d'autres, on est quand même inquiet. Quand on voit quand même cet océan de plastique, enfin cette mer de plastique, ce continent de plastique, bon, tout ça c'est inquiétant. Et il y a quand même des problématiques écologiques. Mais curieusement, ce n'est pas ces problèmes-là qui sont principalement traités par la mouvance écologiste. C'est essentiellement des problèmes qui doivent conduire, premièrement, à, comme vient de le dire Alain Pascal, un arasement du niveau par l'abaissement, le nivellement par le bas, en contraignant l'Occident à s'aplatir, en fait, à se contraindre. Et je pense que c'est ça vraiment l'essentiel. On n'attaque pas les vrais problèmes de la nature, on règle des problèmes finalement géopolitiques et civilisationnels. Frère Thierry. Je disais que l'homme antique, dans la nature, voyait ou découvrait l'harmonie du monde, et par là, le sens de la divinité. Et d'où l'ordre naturel. Et conception qui a été commune et développée, reprise par les chrétiens. Dans l'écologie moderne, qu'est-ce qu'il faut voir ? Qu'il y a des conceptions néo-païennes. On considère l'univers comme une déesse, Gaïa, à laquelle il faut faire des sacrifices, jeter une couronne de fleurs dans la mer. On a vu certains personnages illustres le faire. On pensait à Xerxès. On a pu voir des phrases quand même problématiques du genre que l'homme a fait un pacte avec la terre. C'est une régression mentale, là. On peut faire un pacte avec des égaux. Donc la terre est considérée au fond comme quoi ? Comme une sorte de divinité. Ou au moins comme une personne. Ou comme une personne. L'homme comme un prédateur. Donc toutes les théories spécistes et une nouvelle conception de l'homme qui va émerger et qui est tout à fait au service de l'ordre mondial. Car s'il y a des règlements climatiques, s'il y a pollution, bon, c'est pas le nuage de Tchernobyl, on nous avait prétendu qu'il n'avait pas touché la France, mais c'est pas les frontières qui vont arrêter. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Une autorité supranationale. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Que les ONG ont une sorte de magistère doctrinal, intellectuel, spirituel, auquel, s'abaissent les autorités prétendument religieuses. Vous avez évoqué, messieurs, un paradoxe qui me semble assez intéressant chez les écologistes
de gauche, alors moi permettez-moi de faire la distinction, c'est qu'ils ils prônent un respect de la nature, mais en même temps refusent l'idée de loi naturelle, de loi de la nature. Cela, comment dire, ne colle pas avec leur idéologie finalement libérale sur le plan philosophique. Et c'est un paradoxe assez intéressant. On n'a jamais autant parlé de respect de la nature et on n'a jamais autant méprisé, en tout cas dans l'Occident, les lois naturelles, surtout les lois naturelles morales. C'est assez intéressant. Oui, mais disons à l'échelle de la planète, cette idéologie est gagnée. À peu près, vous voyez très peu de pays réellement qui résistent à cette idéologie. Très peu. Tout à l'heure, Olivier Pessantini, alors là je vais passer un petit peu sur un autre sous-thème. Vous avez évoqué le rôle de bâton, alors c'est à mon avis essentiel. Vous consacrez, Pascal Bernardin, dans votre livre, tout un long chapitre à la question de la guerre et du rôle politique de la guerre, du rôle de la guerre dans les sociétés. Et vous dites que cette menace s'effaçant à cause du risque nucléaire, la dissuasion nucléaire, parfois réciproque, eh bien, certaines sociétés, les gouvernements avaient besoin d'une autre menace pour remplir les fonctions qu'accomplissait la guerre de ce point de vue-là. Oui, alors il y a un ouvrage absolument passionnant qui s'appelle Report from the Iron Mountain, donc le rapport de la montagne de fer en anglais, qui a paru en 67. Donc c'est quand je vous disais que ce sont des choses qui sont anciennes et qui remontent à la guerre froide. Donc il a paru en 67 et c'est un ouvrage qui a fait énormément de bruit aux États-Unis. Il faut savoir que la Maison Blanche a été obligée d'intervenir. Donc on va voir pour quelle raison. Donc il faut savoir donc que cet ouvrage donc a vraiment marqué profondément la psychologie américaine et la politique. Alors donc cet ouvrage est un petit peu mystérieux parce qu'il a paru il se donnait comme étant l'œuvre d'un groupe d'intellectuels qui s'étaient réunis pendant plusieurs mois dans un lieu tenu secret pour élaborer une idéologie suite à la disparition du risque de guerre. Donc l'idée fondamentale est la suivante, c'est que la guerre joue un rôle structurant, jouait un rôle structurant dans les sociétés, à double titre. D'une part, en temps de guerre, pour reprendre les termes de cet ouvrage, en exerçant la pression maximale, la pression politique maximale sur les individus, dans le sens où ils étaient obligés d'aller donner leur vie face à l'ennemi. Donc il n'y a pas de plus grande pression, on ne peut pas imaginer de plus grande pression politique. Et en temps de paix, dans le sens où toute la société était peu ou prou organisée pour se préparer au temps de guerre. Et en particulier, donc, le service militaire, complexe militaro-industriel, etc. Et l'idée donc des auteurs du rapport de la montagne de fer, c'est la suivante, c'est la guerre va disparaître inéluctablement avec l'arrivée des armes atomiques et donc l'impossibilité d'une guerre. Et donc le rôle social rempli par la guerre, donc ce rôle politique, ce rôle économique que je viens de décrire, va disparaître. Et il faut trouver donc produit de substitution, une idéologie de substitution. Et si possible, bien évidemment, une idéologie de substitution au niveau mondial, parce que tous ces gens-là étaient déjà dans une perspective mondiale. Alors, replacez-vous dans le cadre mental des années 67. On est même avant 68. On sort du Concile Vatican II. Le Concile n'a pas été encore appliqué, il sera appliqué en 69. Donc la mentalité est encore, on peut dire, antéconciliaire. Et on jette un ouvrage pareil dans une mentalité antéconciliaire. Donc un ouvrage qui est à proprement parler machiavélique, qui renverse complètement l'ordre politique, puisque normalement la politique est au service du bien commun. Là, ce que l'on voit, c'est une politique qui est destinée à exercer le contrôle politique maximal sur la société, mais pas du tout dans le sens du bien commun, dans le sens soit du bien des élites, soit d'objectifs politiques inconnus. Et donc cet ouvrage a fait scandale, et la Maison-Blanche a été obligée de démentir officiellement
d'y avoir participé. Donc c'est pour vous dire jusqu'où la question est allée. Bon, alors l'ouvrage est tout petit. Hein, essayez de vous le procurer en anglais si vous lisez l'anglais. Il est tout petit, il est très facile à lire. Vous le lirez très rapidement et c'est très 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 instructif. Il a été traduit en français. Je ne sais pas si la traduction est encore disponible. Si ça se trouve, on retrouve tout ça sur Internet au format PDF. Et donc, ces gens-là étaient à la recherche d'une solution, d'un remplacement. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est l'écologie. Ils nous ont dit, l'écologie va permettre d'exercer la contrainte politique maximale sur les populations, sous réserve de présenter des menaces crédibles. Et là, on y est, tout est dit. Donc il faut que la menace soit crédible, ou tout au moins médiatiquement crédible, et que les médias appuient suffisamment. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ce qui n'était pas le cas en 67. En 67, on n'était pas du tout dans cette configuration. Là, c'est remarquable, votre analyse, comme tout ce que vous faites, Pascal Bernardin, pardonnez-moi. Mais juste un souvenir, puisque, en fait, j'ai fait une émission avec vous, il y a 20 ans, avec Serge de Beketch. C'est Alain Pascal. C'est Alain Pascal qui parle, pardon. Et pour votre premier livre, Machiavel pédagogue. Et ce qu'il y a de bien dans vos livres, c'est que vous donnez les textes. C'est-à-dire, dans Machiavel pédagogue, on avait tous les textes, toutes les décisions de l'UNESCO, comment les ministres de l'éducation devaient obéir au mondialisme. Et l'écologie se substitue à la guerre. Les guerres mondiales du XXe siècle ont pour but le mondialisme. Donc elles n'y aboutissent pas totalement. Ce qui se passe d'une façon aussi extraordinaire, c'est que à la fin de cette fameuse guerre froide, les libéraux et les communistes se sont unis. Ils se sont combattus économiquement surtout pendant un certain nombre d'années après la Deuxième Guerre mondiale, mais ils se sont unis. Et ce que vous décrivez, je vous parle de mémoire parce que je n'ai pas relu votre livre, ce que je voudrais bien que vous nous disiez, c'est le rôle qu'a pu avoir Gorbatchev dans l'élaboration de cette entente, de cette pseudo-chute du communisme et en fait ce rassemblement des forces qui veulent aboutir à un gouvernement mondial. Oui, alors ça, c'est une question très compliquée, mais il y a des éléments factuels. Alors il va falloir résumer. Il y a des éléments factuels. Oui, parce que la question est très compliquée dans le sens où les communistes étaient parfaitement conscients que leur système était insoutenable. J'utilise ce barbarisme à dessein, puisqu'on est en matière d'écologie. Ils étaient parfaitement conscients que leur système allait à l'échec, était voué à l'échec et qu'il fallait en changer. Et donc leur problématique, c'était comment faire pour en changer, comment faire pour assurer la pérennité de la révolution. Et ça, plus simplement, du communisme. Je vous rappelle, ce sont des révolutionnaires, ce sont des gens qui sont nés dans la révolution, qui ont eu des très grandes responsabilités, qui ont du sang jusqu'au coude ou jusqu'aux épaules, et dont on ne peut pas imaginer une seconde qu'ils se convertissent aux dogmes libéraux du jour au lendemain, en un claquement de main. C'est totalement inenvisageable. La vérité, et là les textes encore sont présents pour le prouver, c'est que la perestroïka a été étudiée et la transformation, la restructuration, puisque c'est ce que veut dire le mot perestroïka, la restructuration de la révolution a été étudiée très en détail. Alors ensuite se pose la question de savoir quelle est l'articulation de ce mouvement des soviétiques, parce que c'est eux qui ont eu l'initiative politique. Et en matière de politique, l'essentiel est toujours d'avoir l'initiative. Ce n'est pas à Thibault que je l'apprendrai. Donc, eux avaient l'initiative, ils ont décidé d'en finir avec le communisme. Ils ont étudié la question pendant une vingtaine d'années, et ils ont, peut-être même plus d'ailleurs, peut-être même 40, puisque c'est à partir de la moitié des années 50 que les études ont commencé à être faites, pour ensuite être gelées, pour être reprises. Bon, et donc ce sont eux qui ont eu l'initiative. Et en face d'eux, qu'y avait-il? Quelles sont les grandes forces qu'il y a? Et j'aime bien parler des grandes forces qu'il y a, parce que ça permet de beaucoup mieux comprendre le sujet. Vous avez 3 autres forces qui sont très importantes. Vous avez la finance, la véritable finance. Ce que j'appelle la véritable finance, c'est-à-dire ce qui travaille au niveau des banques, des grandes banques centrales, et peut-être dans l'ombre des grandes banques centrales, ou alors des très grosses fortunes, comme par exemple les Rothschild,
mais je me place à ce niveau-là. Tout le reste, ça n'existe pas. Les banques habituelles dépendent des manipulations des taux des banques centrales, c'est tout. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, les banques comme BNP, etc., sont embêtées par les faibles taux imposés par les banques centrales. Donc ces gens-là sont des marionnettes. Donc, quels sont les acteurs? Vous avez les forces financières. Ensuite, vous avez la maçonnerie. Et ensuite, vous avez la Sainte Église catholique romaine. Et vous aviez les soviétiques. Ce sont les 4 acteurs qui existent au niveau mondial. Alors, vous avez me parlé des Chinois. Les Chinois, je mets les Chinois au niveau des communistes. Voilà les véritables acteurs. Le reste n'existe pas, il n'y a pas d'autres acteurs. Hein. Si vous en voyez d'autres, dites-le moi, je serais très, très heureux de l'apprendre. Donc la question qui se pose, c'est vous avez 4 acteurs majeurs qui poursuivent chacun leur but. Chacun connaît le but des autres, et chacun essaye, moyennant quoi, d'articuler ses propres buts avec le but des autres. Et dans la perestroïka, pour répondre à la question d'Alain, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que les soviétiques ont articulé leurs buts avec ceux de la maçonnerie et ceux des forces financières. Pour ce qui est de la question de l'Église, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, oui. et donc on aura largement le temps d'en parler. Largement, je ne sais pas. Oui, largement, c'est pas certain. Mais on aura peut-être le temps d'en parler. Toujours est-il que les soviétiques ayant élaboré cette stratégie de la perestroïka, de la restructuration, ont forcément intégré les buts de la maçonnerie et les buts non pas du grand capital, mais de la haute finance. La haute finance qui contrôle le grand capital, ce qui n'est pas la même chose. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir exactement comment les choses s'articulent. Et bien évidemment, en face, vous aviez des choses similaires. Les maçons ne sont pas complètement idiots non plus. Quand je parle des maçons, je parle Là encore, des quelques dizaines qui sont tout en haut au niveau mondial. Hein. Je parle pas des autres. Hein. Et donc, il est très compliqué. Et là, ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est que tous ces gens-là étaient conscients des intérêts des uns et des autres, des objectifs des uns et des autres, mais comment ont-ils articulé leur stratégie, et en particulier à long terme, c'est compliqué. Mais on voit bien, par exemple, qu'avec l'écologie, les soviétiques ont pris d'une certaine manière, une longueur d'avance. Vous pourrez me répondre que pas du tout, ce sont les maçons, parce qu'en fait, l'écologie est une spiritualité maçonnique. Mais là, on arrive sur d'autres parties de l'émission. Je pourrais dire un mot. Ça me fait penser aux connivences qu'il y a pu avoir en 17 pour la victoire de la révolution bolchevique. La haute finance internationale, certains groupes occultes qu'on connaît bien, et on pourrait dire qu'aujourd'hui le communisme s'est effondré dans sa version stalinienne, mais c'est la victoire du trotskisme. Et on pourrait dire que les néoconservateurs américains sont des trotskistes. C'est la victoire des trotskistes, absolument, et c'est la victoire de Gramsci. Et voilà, c'est ça. C'est véritablement... Donc très redoutable. C'est véritablement... Redoutable. Oui, c'est, comment dire, les soviétiques, on le voit bien, par exemple, sur l'écologie. L'écologie, je vous disais tout à l'heure que la conférence de Stockholm date de 1972. Donc, c'était il y a à peu près 50 ans, c'était il y a 47 ans. Donc, on voit bien qu'il y a eu un processus, qui a fait que la société a été imbibée d'idéologie, un processus qui a duré un demi-siècle. Un processus, donc, par définition, processus progressif, qui a changé les mentalités progressivement, en partant en particulier sur l'éducation, et là, ça c'est Greta Thunberg, on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. Donc maintenant, on a affaire à des gens dont le cerveau a été lavé, progressivement. Et là, on n'est pas du tout dans une stratégie bolchevique, on est dans une stratégie qui est beaucoup plus menchevique,
progressive, et on est aussi dans une stratégie gramscienne, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la culture, on a travaillé sur l'éducation, on s'est donné le temps, et on a modifié les psychologies. Olivier, Et on cherche. Je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport à ce livre, le rapport sur la montagne de fer. La montagne de fer. Et donc cette espèce d'impression impression même confirmée, qu'il y a véritablement une volonté d'imposer ces thématiques-là. Et je voudrais revenir à l'actualité récente, toutes ces 20 dernières années, on va dire. C'est l'exagération et même l'hystérisation de toutes les problématiques qui touchent à l'écologie dans les médias. On en a des preuves. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas des émissions de gaz carbonique, de réchauffement, on parlait de la couche d'ozone. C'était ça le problème. Tous les jours, on nous parlait de la couche d'ozone, Alors, on a été à regarder le ciel pour voir si le trou avait monté, s'était agrandi, restreint, etc. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que le problème, finalement, s'est résolu. Il est en train de se résoudre. Il est en train de se résoudre. Le trou diminue d'année en année. Le trou d'ozone qui apparaît au-dessus de l'Antarctique. Là où il y a véritablement hystérisation, moi j'aimerais donner des chiffres aux auditeurs de Radio Courtoisie. Est-ce que vous savez de combien s'est élevée la température depuis 1950 ? C'est le chiffre du GIEC. Donc c'est pas le chiffre d'un climato-sceptique. 0,75 degrés en 70 ans. Je n'ai pas les tout derniers chiffres. De 2000 à 2015, il n'y a pas d'augmentation de température. C'est-à-dire que l'essentiel de cette température a augmenté sur la deuxième partie du XXe siècle. Jusqu'à 2015 en tout cas, de 2000 à 2015, il n'y a pas eu d'augmentation générale de la température. Alors quand on dit ça, les scientifiques du GIEC, les gens qui tiennent ces positions réchauffistes, on va dire, vous expliquent qu'en fait il y a un cycle solaire froid, c'est-à-dire qui est compensé par le réchauffement. C'est tout ça. Vous voyez bien que c'est vraiment tiré par les cheveux. En réalité, c'est tiré par les cheveux. Et l'impression que ça donne, c'est qu'en plus on ne va pas au fond des vrais problèmes. Qu'est-ce qui est le plus crédible dans ce qu'on pourrait appeler une augmentation de la température liée à une activité humaine? Si tant est qu'on prenne ce postulat. Mais ce serait évidemment les effets de la mondialisation. Les effets de la mondialisation avec les délocalisations d'usines, des usines ici qui sont soumises à des normes beaucoup plus strictes que là où on les implante, c'est-à-dire en Chine et autres. Donc on enlève des usines propres, entre guillemets, pour mettre des usines polluantes dans des pays où il n'y a pas de réglementation. Et ensuite, on transporte tous ces produits à l'autre bout de la planète avec des supertankers dont un seul représente les émissions de gaz de je ne sais combien de centaines de milliers de voitures. 1 million, je crois. Je ne sais plus. Des choses colossales. Et curieusement, personne ne parle de ça, à part ces derniers mois, lors de la campagne européenne, certains candidats, en particulier du Front National, qui l'ont évoqué. Personnellement, ça fait plus de 2 ans que j'en ai parlé, et pour vous dire qu'il y a véritablement une hystérisation du sujet, parce que moi, je suis pour les débats. Je peux très bien discuter avec des gens qui vont m'expliquer qu'effectivement, il y a réchauffement, etc. Et moi, je peux dire que je peux avoir un doute, parce que finalement, je suis pas scientifique. Bon. Mais le problème, c'est que les gens qui émettent des doutes, s'ils sont scientifiques, ils n'ont plus de crédit. S'ils sont journalistes, ils passent plus. On les ostracise. Madame Kosciusko-Morizet avait traité de... Je ne sais pas si je peux dire le mot, parce que c'est particulièrement... De vipère lubrique. Je plaisante. Le mot était connard, qu'elle avait dit à quelqu'un qui défendait la thèse qu'il n'y a pas de réchauffement provoqué par l'homme. Bon, si vous voulez ma petite expérience personnelle, dans mon livre « La mondialisation totalitaire », je voulais faire 4-5 pages sur le réchauffement climatique. Et dans mon livre, il y avait 4-5 pages. Alors, non pas, je suis pas scientifique, moi, c'est pas un exposé, mais je parlais plutôt du contexte médiatico, scientifico, etc., qu'il y ait une pression sur la libre pensée, la libre parole. Bon, parce qu'on a le droit de dire des bêtises aussi, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà, on a le droit de se tromper, vous voyez. Eh bien, mon éditeur, lui-même, non pas qu'il est forcément contre mes thèses ou autres, mais par souci de la crédibilité du livre et du fait que je risquais moi-même d'être hystérisé, m'a demandé de retirer ces pages.
Parce qu'il m'a expliqué que les gens allaient résumer le livre à ça. Donc j'ai accepté de le faire en suivant son conseil d'un éditeur qui sait, c'est pas du tout que la personne n'était pas d'accord ou pensait que c'était n'importe quoi. Et je ne parlais même pas, j'ai pas dit ça se réchauffe pas. J'ai dit mais est-ce qu'on n'a pas le droit de dire que ça se réchauffe pas? Ou que c'est pas l'homme qui le fait réchauffer? Voilà. Alors c'est intéressant parce que autour de cette table, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas connu la fin des années 60, les années 70, et qui ne peuvent pas avoir, qui ne connaissent pas la saveur du couvercle idéologique qu'il y avait à ce moment-là. À ce moment-là, il fallait être communiste. Si vous n'étiez pas communiste, vous étiez une vipère lubrique. D'où ce mot que j'ai employé. Et alors, pour les gens qui ont connu ça, il y en a aussi autour de cette table. Ils reconnaissent exactement la même chape de plomb, c'est-à-dire que à l'époque, le communisme était scientifique, c'était l'horizon indépassable de l'humanité, Sartre, prix Nobel, et aujourd'hui, l'écologie, enfin le réchauffement climatique, c'est scientifique. Tous les scientifiques sont d'accord, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. C'est scientifique et c'est une nécessité. Toute l'humanité est confrontée à ça. Et il faut forcément y être. Et on a un parallélisme qui est absolument stupéfiant. Quand on a passé toute sa jeunesse à être anticommuniste comme votre serviteur, et Dieu sait s'il y en avait peu à l'époque, croyez-moi, on se retrouve exactement dans la même situation, sauf qu'aujourd'hui, l'idéologie qui fondamentalement est collectiviste ne s'appelle plus le communisme, elle s'appelle l'écologie. Cette idéologie est aussi totalitaire. Vous n'avez pas le droit même d'écrire 4 pages dans un livre en prenant des gants en disant peut-on, pourrait-on, et toutes les personnes qui vont contre cette idéologie sont maintenant ostracisées. La seule différence qu'il y a entre aujourd'hui et il y a 50 ans, c'est qu'il y a 50 ans, vous aviez une droite avec tous les défauts qu'elle avait, et je les connais parfaitement, mais qui s'opposait quand même au communisme. Et vous aviez dans les électeurs, enfin en tout cas dans les gens qui faisaient des élections, qui allaient voter, vous aviez des gens qui étaient contre le communisme. Aujourd'hui, cette prise de conscience on n'en est pas encore arrivé. Et quand je vois par exemple des mouvements comme le Rassemblement national qui donnent des signes d'inclure certains thèmes écologiques dans son discours, je leur dis faites attention, parce que ce sont nos pires ennemis. Tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, vous aviez évoqué en quoi la guerre a été remplacée en tant que menace, en tout cas par certains, par la menace écologique, dans le but de servir les intérêts d'un État donné. C'est rassembler la population derrière lui, évidemment, parce qu'en temps de crise et de menace, on se tourne toujours vers l'État, et cela bénéficie à l'État. Il y a aussi un autre aspect, puisque la menace, en l'occurrence, est mondiale, donc elle sert d'une part aux États, mais comme l'ennemi est commun à l'humanité, eh bien, on a le réflexe naturel, et c'est le mécanisme que je voulais souligner, bon, ça va de soi, mais c'est toujours bien de le souligner. Cela aboutit donc à l'idée de dépasser les frontières, voire de supprimer les frontières pour s'unir, et s'unir aussi politiquement, afin d'affronter ensemble une menace commune. Un problème global. Et c'est justement parce qu'on veut abolir les frontières que le principal problème évoqué, celui du réchauffement. Parce que le réchauffement, on le lie à la production de carbone, les émissions de carbone. Le carbone, il est dans l'air, donc là, il n'y a plus de frontières. Si on parlait d'autres problèmes, ce serait ça pourrait se ramener à un niveau national ou à la collaboration de quelques pays. Mais ce n'est pas voulu. On peut percevoir en quoi cette menace écologique réelle ou supposée, eh bien, en tout cas, sert concrètement d'outil au projet mondialiste. Oui, et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans l'irrationnel. On maquille de raison, de science, mais en fait, on cherche à créer des peurs. Les mondialistes cherchent à créer des peurs. Oui. C'était la peur de la bombe atomique, qui existe évidemment. On va pas la résoudre non plus, elle existe. Mais on crée une peur avec le réchauffement climatique. Et moi, j'avais relié ça dans mon livre. Genre, il y a le problème pour les mondialistes, c'est d'arriver à faire une première loi mondiale. Donc il y a plusieurs pistes qui sont suivies, et il y a celle, je la cite aussi, de la pédophilie, parce que finalement c'était un moyen de penser au sort des enfants. C'est pas. Alors les mêmes évidemment sont pour l'avortement, donc si vous voulez c'est d'une hypocrisie totale. En plus on a affaire à des révolutionnaires, vous avez employé le mot plusieurs fois. Moi j'inscris le gauchisme et ce que nous vivons l'écologie dans la révolution. Nous sommes toujours dans l'ère révolutionnaire, c'est-à-dire révolution, et là on va revenir
au thème religieux, que doit être entendu comme renversement de notre société occidentale et chrétienne, mais aussi comme une révolution, c'est-à-dire un retour en arrière. Le progressisme est un retour en arrière, c'est un des paradoxes du langage moderne, qui est une inversion généralisée, et il s'agit de revenir à un temps anté-biblique. Anté-chrétien. Anté-chrétien, anté-biblique. C'est le bon sauvage de Rousseau, Voilà. finalement. Et si vous voulez, l'écologie peut devenir, donc elle permet de créer des peurs, et elle permet de donner une réponse qui est presque religieuse, dans le sens où la religion est irrationnelle, ce qui n'est pas le cas du christianisme, contrairement à ce qu'on pense, mais tel que les gens peuvent l'entendre. Et il s'agit donc à ce moment-là d'une religion de la terre. Vous avez parlé tout à l'heure de la déesse Gaïa, et c'est dans votre livre que je l'ai appris, Pascal Bernardin, parce que ça fait aussi partie des choses que vous mettez en évidence. Et moi, dans mes livres, puis quand je m'occupe du sacrificiel, etc., il y a le culte de la terre-mère, si vous voulez, auquel on sacrifie des innocents, parce que avant le sacrifice du Fils de Dieu, on sacrifie des innocents. C'est pas, il y a tout cet aspect. Donc nous rentrons, la Révolution a réouvert une ère de sacrifices humains. Et l'écologie fait partie des idéologies perverses qui font croire à des bons sentiments, qui font croire qu'on va protéger la nature, mais qui en vérité servent au fond de guerre d'instruments à une guerre de religion qui est menée contre la religion chrétienne. Et pour ceux qui Merci auraient, Alain Pascal pour ceux qui auraient du mal avec la notion de sacrifice humain, bon, il faut rappeler d'abord, il faut en revenir à l'histoire, tout ce qui est en Amérique du Sud, les empires amérindiens, où là les sacrifices humains étaient réalisés en grande masse. Bon, la Bible nous le rapporte également. Mais aujourd'hui même, vous avez l'avortement. Vous avez l'avortement. Et ce sont des sacrifices humains. Quand en fait vous regardez les choses du point de vue spirituel dans leur réalité, lorsqu'ils sont en réalité. C'est un symbole. Du point de vue de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu les voit. Ce sont des sacrifices humains. Alors, si on peut dire que l'écologie est une religion de substitution, c'est vrai. Païenne, gnostique, avec des relents gnostiques, mais foncièrement matérialiste. Et l'objectif, Je suis pas d'accord. Bon, alors on prend. Allez-y, frère. Oui, alors l'idée, si vous regardez les œuvres, les ouvrages des écologistes tiers-mondialistes, qu'est-ce que c'est? L'homme n'est qu'un élément de la nature, un élément du cosmos. L'homme n'a que des devoirs parce qu'il est un prédateur. Et l'objectif, c'est doter de la conscience humaine l'idée même d'un Dieu, d'une providence. Et on assimile à la divinité, pour faire plaisir aux croyants, à ceux qui en restent, quelque chose plus ou moins de sacré. Et on peut voir que certaines églises ont succombé à cette tentation que je pourrais qualifier de satanique. On pourrait penser à l'église de Constantinople, qui a institué une fête liturgique, certainement avec l'aide de Soros et de ses bons amis de Bartholoméos. Pas trop, mais c'est vrai, bon, c'est connu. Oui. Il y a des écrits là-dessus. Écoutez, c'est connu. Une fête liturgique de la création, donc ça séduit les chrétiens, mais c'est très ambivalent. D'accord. Je partage tout ce que vous venez de dire, frère. Physiquement perturbé par ce que disait. Mais est-ce pour autant, non, oui. Peut-être pas physiquement perturbé, est-ce pour autant que l'écologie, enfin en tout cas ce qu'on va appeler l'écologie profonde, on va aller la deep écologie, on va aller cette fois-ci au fond des choses, est-ce pour autant que l'écologie est un matérialisme? Et là, je suis en désaccord complet avec vous. Alors, je pourrais dire que l'étape intermédiaire pourrait être Teilhard de Chardin. Qui n'est pas du tout, que je ne considère pas du tout comme étant matérialiste. Non. Mais disons, est très éloigné de la conception, disons, classique, chrétienne, et de la création, et de ce qu'est l'homme, ou même du Christ. Donc il y a une utilisation du vocabulaire. Alors il a un style très charmeur, mais on voit ça a été certainement une étape dans le processus qui a permis aux esprits d'accepter, disons, l'écologie, l'idéologie mondialiste. Oui. Et on voit très bien que Teilhard, qu'est-ce qu'il cherche? L'émergence d'une conscience universelle. Qui est pour lui quasiment la révélation, l'autorévélation de l'homme, Dieu.
C'est la gnose. Oui. Non, c'est, Oui, oui. c'est clairement la gnose. Oui. Et donc, effectivement, là, nos points de vue se rejoignent. Oui. Parce que, fondamentalement, l'écologie est un retour au panthéisme. Définissez, s'il vous plaît, le panthéisme. Alors. Nos auditeurs. Ah bah oui. Oh là là. On pourrait dire que c'est le Dieu dans la nature. C'est-à-dire Non, c'est une divinisation de la nature. Et Dieu, même si on considère qu'il est un esprit, est interne à la nature, alors que identifié au cosmos. Identifié au cosmos. Il est interne au cosmos. Tandis que dans la religion chrétienne, il y a ce qu'on appelle un dualisme métaphysique de l'être, c'est-à-dire un être Dieu qui est un transcendant, transcendant et qui crée l'univers. Donc il y a l'être créateur, il y a l'être créé. Alors la chose est un petit peu plus compliquée parce que Dieu est présent. Dieu maintient dans l'existence toute la création à tout moment. Il y a la présence d'immensité. Ça s'appelle la présence d'immensité. Et puis vous avez la présence par la grâce, qui est encore autre chose. Donc vous avez plusieurs modes de présence. Alors effectivement, dans le panthéisme, et en particulier dans l'écologisme, on mélange tout ça et on finit par confondre la présence d'immensité avec la grâce, c'est-à-dire l'inhabitation de la Très Sainte Trinité dans les âmes. Alors là, on est peut-être allé un petit peu trop loin et un petit peu trop vite. Encore que mais on voit très bien chez Teilhard, on voit tout ça. Oui, mais la suppression, la différence entre nature et surnature. Voilà. De même chez les écologistes, il n'y a plus de différence entre l'homme et l'animal ou un arbre. Bien sûr. Non, L'homme n'a non, plus non. d'âme. C'est pour ça que je disais qu'on arrivait à un matérialisme. Oui, alors là, il faut peut-être nuancer. Je voudrais vous lire quelques passages. Donc il y a un synode qui se tiendra en octobre. Le synode sur l'écologie, pas sur l'écologie. Oui, enfin bon, le lapsus est révélateur. Le synode sur l'Amazonie, qui donc fait beaucoup de bruit à Rome et qui a donné lieu à plusieurs versions de son document de travail, de son Instrumentum Laboris. Ce synode est contesté par des cardinaux et des cardinaux de poids, puisque l'un de ceux qui le conteste, c'est le cardinal Brandmüller, qui avait déjà écrit des doubias sur Amoris Laetitia, et un autre des contestataires, c'est le cardinal Müller, cette fois-ci non plus Brandmüller, mais Müller, qui est l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et donc, ce que ces cardinaux écrivent, donc ce sont des écrits tout à fait publics, ce ne sont pas des propos derrière des portes closes. Donc ces cardinaux contestent l'Instrumentum Laboris et écrivent des choses qui sont très très dures sur la préparation de ce synode. Donnez-nous quelques extraits, si Alors, vous voulez bien, pour les auditeurs de Radio je vais vous en donner. Donc, le cardinal Brandmüller écrit, et donc là c'est en lien avec la question de savoir si l'écologie réduit l'homme à la dimension matérielle. Donc, le cardinal écrit, je cite, « L'évolution très positive que l'on fait des religions naturelles, y compris des pratiques de guérison indigène et de tout ce qui s'ensuit, y compris des pratiques et des rites mythico-religieux. Dans le contexte de l'appel à l'harmonie avec la nature, on y parle même de dialogue avec les esprits. » Et donc, c'est épouvantable. Hein. Là, il s'agit vraiment du document préparatoire du prochain synode de la très sainte Église catholique romaine, sur l'Amazonie. Et on écrit des choses, on y parle même de dialogue avec les esprits. Mais ce que je veux dire, le point qui m'importe et que je veux souligner à ce moment-là, c'est qu'en fait, l'écologie ne réduit pas l'homme à sa dimension matérielle. Oui, une certaine écologie la réduit, une certaine première écologie, une certaine écologie à l'entrée réduit l'homme à sa dimension matérielle, mais quand ensuite l'écologie va dans sa fin, qui est le panthéisme, c'est-à-dire en fait la confusion de Dieu avec la nature, eh bien là, véritablement, on retourne à ce que le panthéisme a toujours été, c'est-à-dire l'invocation des esprits, dont le nom théologique, et je suis certain que le frère ne me coupera pas, c'est simplement les démons. Les esprits sont simplement des démons. Et on pourrait dire que le cardinal relevait dans ce texte
des hérésies matérielles. Et on pourrait dire que c'est ce panthéisme auquel Rome a des yeux doux est pire que le paganisme antique. Parce que le paganisme antique, que ce soit chez les Grecs ou les Romains, ils avaient la notion de la divinité, d'une divinité unique. C'est important. Oui, et même les Amérindiens avaient la notion d'une divinité unique aussi incroyable que ça puisse paraître. Et même les Chinois d'avant le taoïsme et du bouddhisme, ça, ce sont d'autres. Il y a peut-être une tradition primordiale, si vous me pardonnez l'expression. Ce sont d'autres questions qui mériteraient très délicates. Mais effectivement, toujours est-il que pour en revenir à cette question, effectivement, une certaine écologie est matérialiste, mais celle-ci s'adresse aux matérialistes, s'adresse aux gens qui sont encore, j'allais dire, c'est un moment dialectique. Ce sont, pour toutes les vieilles carnes, comme certaines personnes autour de la table, je peux le dire parce que je suis parmi les plus âgés, qui donc ont vécu, sont nés dans un moment déchristianisé matérialiste, mais aujourd'hui, ce n'est plus ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est véritablement une spiritualité globale, et l'écologie est une spiritualité globale, panthéiste, avec, comme le cardinal Brandmüller lui-même l'écrit, et d'ailleurs comme le document préparatoire du synode sur l'Amazonie le dit, avec l'invocation des esprits. Donc, plusieurs degrés d'écologie qui s'adressent à des personnes différentes et qui montrent une progression vers l'écologie profonde, la deep ecology. On pourrait dire que c'est l'inculturation poussée à son paroxysme. Tout à fait. C'est l'inculturation du panthéisme dans l'Église catholique. Ouais. Terrible. Merci Pascal Bernardin pour ces développements. Juste un mot quand même, ce qui est très grave, c'est qu'il y a un embrigadement des enfants. C'est-à-dire que l'écologie est à l'école et qu'on leur fait accomplir des actes qui sont en psychologie des actes de compromission, planter un arbre, etc. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans une discussion d'intellectuels. On est dans une nouvelle religion que les enseignants sont en train d'inculquer dans les esprits des enfants. Il y a des racines idéologiques et philosophiques qui remontent peut-être à il y a 50-60 ans. Et ensuite, c'est la méthode de Gramsci. Après, on diffuse, il y a une propagande qui s'instille dans la société et qui se développe et qui se déroule au fil des années, comme un espèce d'alignement de planètes qui fait qu'aujourd'hui, les esprits sont préparés. Mais c'est ce que Blanc... Pour se coucher devant tout ce qu'on nous dit à la télé, sur tout ce qu'on nous raconte, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était largement exagéré. Et on ostracise... Mais Blanquer nous a annoncé, il y a 2 ou 3 jours, qu'il y allait avoir à la rentrée un nombre important d'assistants chargés de véhiculer la bonne parole écologique aux enfants dans les écoles. Là, c'est une déclaration très récente de Blanquer, et c'est véritablement les techniques de manipulation psychologique dont j'ai parlé dans Machiavel pédagogue, qui sont utilisées de manière délibérée mais l'utilisation de Greta Grunberg, excusez-moi pour les noms un peu... j'ai du mal. Une fille suédoise de 16 ans, une égérie médiatique. C'est véritablement la preuve de ce que vous êtes en train de dire. Ah non, mais Greta Thunberg, c'est... On frappe le public des enfants en priorité, avec une personne dans laquelle ils peuvent s'identifier. Tout à fait. On sidère aussi les adultes. Oui. Alors, avec cette gamine qui a l'air d'avoir plein d'aplomb, qui a l'air d'avoir une faculté à s'exprimer en public. Et puis, il y a aussi une idée à travers ce personnage, si vous voulez, c'est l'idée qu'on va rentrer dans un monde nouveau. C'est-à-dire l'idée que le passé, c'est-à-dire tout ce que les adultes, c'est plus les adultes qui apprennent des choses aux enfants, c'est plus les adultes qui font la morale aux enfants, c'est les enfants qui, eux, ayant été éduqués avec la nouvelle morale, la morale donc des mondialistes, et qui sont, je dirais, plus adaptés à recevoir ce discours parce qu'ils n'auraient pas l'esprit embrumé par toutes les absurdités du passé, évidemment. Et par la culture. Et par la culture du passé. Eh bien, ce sont ces enfants aujourd'hui qui sont en mesure de nous donner à nous, des adultes, des leçons de morale, des leçons d'appréciation de la situation, des leçons presque politiques, des leçons différentes. Et la présence de cette Greta, excusez-moi, est très révélatrice
en réalité à la fois de l'idéologie profonde de ce monde-là et de sa pratique et de sa maîtrise des instruments médiatiques et de la propagande. Mais c'est une méthode trotskiste. Hein. Oui, Oui, il n'y a rien de faux. Il y a rien de... Messieurs, je vous propose de passer maintenant une rafale de messages d'auditeurs. Une rafale. Nous aimons donner la parole aux auditeurs. Qui survivra. Elisabeth, je vous laisse faire. Qui survivra. Oui, alors votre émission est passionnante. J'ai eu beaucoup de retours très positifs. Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler les ouvrages évoqués sur le site de Radio Courtoisie, et on peut le dire peut-être en direct? Oui, alors l'ouvrage de Pascal Bernardin s'intitule L'Empire écologique, aux éditions Notre-Dame-des-Grâces. Il a écrit 2 autres livres très bons aussi, aux mêmes éditions. C'est Machiavel pédagogue et Le crucifiement de Saint-Pierre. Nous avons aussi Alain Pascal pour son livre Mai 68 et la destruction de la France, aux éditions des Cimes. Il y a aussi d'autres livres tout aussi intéressants chez le même éditeur. Nous avons aussi avec nous Olivier Piacentini, qui a écrit 5 essais politiques. On va citer les 2 derniers. Les 2 derniers. OPA sur l'Élysée et la mondialisation totalitaire, où quelques pages étaient prévues sur les manipulations de l'écologie. Mais bon, ça n'a pu se faire. Les éditions des Cimes ne m'ont pas censuré, je le signale. Et hélas, mon éditeur avait peut-être raison, parce que si ça avait figuré dans le livre, on m'aurait hystérisé, on m'aurait fait passer pour un fou, etc. Je signale un autre livre, mais il y en a peut-être beaucoup d'autres à conseiller. C'est celui de Stanislas de Larmina, qui s'intitule Les contre-vérités de l'écologisme, aux éditions Salvator, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est très intéressant. Les livres de Christian Gérondeau aussi, qui sont pas mal. Oui, c'est ça. Christian Gérondeau. Sur le CO2. Sur le CO2, le climat. Bon. Écoutez, moi je proposerai sur mon site internet thibautdechassé.com la liste des ouvrages évoqués ce soir, tous les ouvrages. Ce sera peut-être repris ensuite sur le Twitter de la radio, vous verrez. Elisabeth, d'autres messages, s'il vous plaît. Oui, un témoignage. Vous avez parlé de la mer. Quand Olivier de Kersauzon emmenait avec lui en mer des marins athées, ceux-ci se moquaient de lui, attribuant ses réussites à son professionnalisme et à la solidité de son bateau. En revanche, lorsque subvenait une grosse tempête, par exemple de force 8, il n'y avait plus un seul athée à bord du navire. Voilà, merci pour cette superbe émission pour conclure la question. Bonsoir, je vous invite à réécouter l'émission de Paul Devels, j'espère que je le dis bien, sur Radio Courtoisie, concernant l'étude d'un chercheur du CNRS très sceptique sur les effets du CO2. Le Club de Rome publia en 1991 un livre intitulé « La première révolution globale ». Citation. « Dans la recherche d'un ennemi commun susceptible de nous unir, nous en sommes arrivés à l'idée que la pollution, la menace du réchauffement planétaire, les pénuries d'eau, la famine et d'autres problèmes similaires feraient l'affaire. Mais en les désignant comme l'ennemi, nous tombons dans le piège consistant à confondre les symptômes avec les causes. Tous les dangers sont causés par l'intervention humaine dans les processus naturels. Le véritable ennemi, alors, c'est l'humanité elle-même. » Et félicitations pour cette émission. Petite incise, ça me fait penser, cette histoire d'ennemis communs, à autre chose, les extraterrestres. Voilà, alors oui, non, mais ça me vient en tête comme ça. Mais il y a menace ou pas forcément menace, mais si les États-Unis n'ont pas à un moment distillé un peu cette idée, et puis ensuite les films de science-fiction, évidemment, hollywoodiens en particulier, cette idée d'autres choses, dans lesquelles finalement les différences entre nations sont secondaires et absurdes. Je vais m'amuser un petit peu. Bernardin, je vais un petit peu m'amuser à choquer tout le monde. Oui, il y a des extraterrestres, tout à fait. Il y a des extraterrestres. Oui. Ici, dans la pièce non, mais on les connaît bien. Toutes les civilisations les connaissent. Ça s'appelle les démons. Ils sont effectivement extraterrestres, stricto sensu. Et effectivement, ils sont des ennemis de l'homme. Et effectivement, il faut s'unir contre eux. Mais malheureusement, bien évidemment, nos politiques ne les considèrent jamais comme tels. Alors, effectivement, les politiques ont cherché des ennemis communs. Et il y a eu 2 catégories d'autres ennemis communs qu'on a abandonnés. Enfin, plus ou moins d'ailleurs, attention. Parce que, alors, il y a les extraterrestres, et puis il y en a un autre, qui est les météores. Alors, cet ennemi commun est extraordinaire, les météores. Pas mal de films là-dessus. Oui, alors bien sûr. L'humanité doit s'unir. Alors voilà, l'humanité doit s'unir pour affronter les météores. Alors, cet ennemi commun est extraordinaire parce que, en fait, si vous voulez lutter contre cet ennemi, il n'y a qu'une seule solution. Enfin, en tout cas, actuellement. Enfin, bon, il y en a, en fait, non, c'est pas vrai. Il y en a d'autres, mais bon, l'une des solutions majeures, c'est de mettre en orbite des armes thermonucléaires. Bien évidemment, on voit immédiatement toutes les conséquences politiques, c'est terminé, là. À partir de ce moment-là, c'est terminé. Donc, le gouvernement mondial est en place. Avec les armes thermonucléaires, il peut effacer ce qu'il veut. Bon, alors, ces 2 ennemis communs n'ont pas été
retenu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a véritablement eu des réflexions dans ce sens-là, de véritablement trouver des ennemis communs. Ouais. Mais attention, ils n'ont pas été retenus, mais ils sont toujours en réserve, parce que la question des extraterrestres est une question très réelle, parce que les extraterrestres sont ce que je vous ai dit. Oui. C'est une question absolument réelle. Ça mériterait une émission. Ah oui, c'est une question invraisemblable, mais j'attire l'attention de tout un chacun sur le fait qu'il vaut mieux pas trop y toucher. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est à ça que vous touchez. Mais vous savez qu'on va savoir la vérité. Il suffit de voter Bernie Sanders et vous allez connaître la vérité, puisqu'il a promis de déclassifier tous les documents au niveau des extraterrestres. Donc on va savoir s'ils existent. Il suffit de voter Bernie Sanders. Notez que dans les années 70, les États-Unis, le gouvernement a laissé fuiter ou circuler des rumeurs. Il ne s'est pas vraiment opposé à ça. C'était peut-être volontaire. Oui, ça participe. Moi, j'aime bien la science-fiction, mais faisons Ça attention. participe aussi au culte du cosmos. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la création et dans l'ordre naturel, nous sommes dans le cosmos. Et je voudrais juste dire, puisque l'écologie est aussi une religion du cosmos, que l'implication politique du culte du cosmos, c'est le cosmopolitisme. Donc tout ça est dans une logique absolue. Mais Et les communistes étaient aussi des cosmopolites. Je voudrais juste dire un mot, parce que on a parlé de Gramsci tout à l'heure. Oui. Donc effectivement, moi j'ai fait tout un chapitre, je veux dire, dans mon livre sur Gramsci, Bah oui. parce que c'est lui qui a... Gramsci. les gens ne le savent pas toujours. Il a raison, c'est Gramsci. Oui, j'ai toujours raison, merci. Oui, en italien, oui. Et excusez-moi. Moi, je francise. Bref. Oui, vous avez raison. C'est lui qui a fait qui a conçu la guerre culturelle, c'est-à-dire faire une guerre sournoise par le biais de la culture, avec ce paradoxe de détruire une vraie culture, en fait c'est la suite de Rousseau, et de mettre à la place une fausse culture. Donc c'est ce que vivent nos enfants aujourd'hui. Ils n'ont plus de connaissances. D'abord, ça n'est plus l'instruction, n'est-ce pas? C'est l'éducation. Donc on va leur former un jugement sans matériaux. C'est l'enseignement dit non cognitif qu'on peut faire remonter à Rousseau. Donc on est vraiment dans la filière révolutionnaire. Et je voudrais juste dire aussi que le but de la révolution, non seulement de nous renverser, évidemment, de nous exterminer, parce qu'il faut quand même regarder les choses en face. Les communistes ont fait 200 millions de morts, 250 millions, on ne sait pas combien, parce que de toute façon on n'a pas le droit de parler des chiffres. Donc si vous voulez, au cours du XXe siècle, et ils veulent créer une humanité nouvelle. Et quand vous parlez des extraterrestres, ça me fait aussi penser à ce magnifique livre de votre ami Boboc, n'est-ce pas, sur le transhumanisme, le père Boboc, qui nous a quittés cette année, et l'ami du frère Thierry, le transhumanisme décrypté, que je cite aussi dans mon livre, parce que nous assistons à la création d'une humanité à deux vitesses, un surhomme, n'est-ce pas, une superclasse et un surhomme, des gens modifiés, et des sous-hommes. Des sous-hommes qui sont le bétail humain. On va appeler les choses par leur nom. L'homme n'ayant plus d'âme, n'étant plus relié à son créateur, l'homme est une bête, et à ce moment-là, on va pouvoir l'exploiter. Donc la superclasse va pouvoir exploiter la sous-classe, les sous-hommes. Et c'est une bête maintenant qu'on interdit même, je ne sais pas si vous avez entendu les stupidités d'Émeric Caron, d'écraser les moustiques quand il les pique. Oui. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Mais ça a un lien avec ce que vous dites. C'est-à-dire que Voilà, nous sommes un animal comme les autres, et dans la mesure où on est dans la Et on n'est pas loin de l'écologie, parce que Oui, c'est dans la même logique. L'antispécisme, c'est une forme d'écologie. Et l'écologie conduit vers le transhumanisme et conduit vers l'anti-humanisme, puisqu'il y a des fous furieux qui ont créé le terme, n'est-ce pas, des intellectuels qui sont très connus, et on en est à l'anti-humanisme. Pourquoi ? Pardon, l'humanité a été créée bisexuée par Dieu, donc il faut plus qu'il y ait d'humanité sexuée, il faut des androgynes, et il faut créer une nouvelle humanité. Et l'écologie s'insère dans cette logique perverse, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Pascal Bernardin, derrière c'est le diable. C'est le diable. Mais Alain, quand Émeric Caron vous dit que vous pouvez plus écraser un moustique, c'est bien la preuve que c'est une idéologie qui vise à réprimer l'homme. Parce que on peut aller encore plus loin et dire on n'a plus le droit de tuer les microbes, eux aussi c'est des êtres vivants. Donc on va aller jusqu'à un stade où l'homme n'a plus du tout aucune faculté de se défendre. Voilà, c'est l'homme qui est il n'est rien de plus logique de cette voilà, c'est ça. Mais oui, il faut remonter à la source. La source, elle est très simple, c'est que ce sont les Écritures. Il est écrit, il est homicide et menteur depuis le commencement. C'est tout. À partir du moment où vous admettez, à partir du moment où vous entendez cette chose-là, tout devient absolument évident. C'est une lutte contre l'homme, contre l'humanité. Et véritablement, on le voit dans
l'avortement, on le voit dans les dernières propositions qui ont été faites par Greenpeace pour stériliser des millions de kilomètres carrés, et on le voit dans toute cette politique de décroissance économique, mais qui dit décroissance économique dit mécaniquement décroissance de la population. Si les gens ont moins d'argent, ils auront moins d'enfants. Il n'y a pas besoin d'être un économiste génial pour le comprendre. Je le dis, tout le monde le comprend. Et donc, pour diminuer la population, vous faites décroître économiquement la société. Et à partir de là, si vous conjuguez tout ceci, si vous conjuguez le féminisme avec l'avortement, avec la stérilisation des terres, avec l'appauvrissement de la société, eh bien vous arrivez à un effondrement de la population qui est précisément voulu. Observez bien que ces impératifs de décroissance, ces impératifs de dénatalité, parce qu'aujourd'hui nous entendons des gens et des stars de cinéma ou de la chanson qui vous disent « Ah, moi je veux pas faire d'enfant parce que je veux pas polluer la planète avec mon enfant ». Mais enfin, c'est quand même extraordinaire, parce que, observez bien, ce n'est pas en Occident qu'il y a une explosion de la fécondité, c'est ailleurs. C'est ailleurs, c'est sur d'autres continents. Mais bizarrement, alors que ce décalage de fécondité d'un continent à l'autre est un gros problème à l'échelle planétaire. C'est une bombe, entre guillemets. C'est une bombe. C'est une bombe civilisationnelle au terme de l'histoire de l'humanité. Quand vous voyez que les Européens sont en train de disparaître à l'échelle numérique dans la proportion de la population, et personne n'en parle. Et on nous impose à nous un impératif de dénatalité, avec, comme vous dites, l'avortement, etc. Alors que sur d'autres continents, au contraire, on pourrait régler le problème. On pourrait le régler. Le problème de la surfécondité de l'Afrique, par exemple, on n'en parle même pas. Ouais. Alors, petite anecdote en passant. On culpabilise énormément l'homme blanc. Voilà. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, au début de cette émission, nous sommes parmi les pays qui polluent le moins dans le monde. Oui. Alors, mais les médias, évidemment, ne mettent pas ça en avant. Ils s'acharnent à culpabiliser l'homme blanc. L'Occident, c'est vraiment l'ennemi. Et voir l'homme blanc lui-même. C'est ça. Combien d'auditeurs savent que la pollution au plastique des océans, qui est un phénomène réel et grave, provient de l'Inde, en très large partie des fleuves qui déversent du plastique dedans. Eh bien, combien savent que 95% de ce volume de plastique déversé dans les fleuves, dans la mer par les fleuves, provient de seulement 10 fleuves, et qui sont tous hors de l'Occident. Donc 2 en Afrique et 8 en Asie. Mais le fameux continent de plastique, il est dans le Pacifique, hein. Il est au large de l'Asie. C'est pas pour rien, puisque ça vient d'Inde, de Chine et d'Indonésie. Ouais. Donc, ou des Pascal Philippines. Bernardin, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais reprendre, développer ce qui vient d'être dit sur la question des pays développés. Alors, effectivement, on nous dit que les pays développés sont ceux qui polluent le plus, qui pèsent le plus lourdement sur la planète. Bon, admettons ça comme prémisse, ce qui est inexact. Mais admettons-le. Mais alors, pourquoi faire venir en Occident des millions de personnes qui, tôt ou tard, adopteront le mode de vie des Occidentaux et pollueront autant que les Occidentaux? Enfin, si on y réfléchit 3 secondes, il y a une aberration totale qui montre véritablement que tout ce discours n'est que de la poudre aux yeux. Bon, en ce qui concerne la surnatalité en Afrique, il faut quand même préciser que la natalité dans tous les pays est en baisse, et en baisse même sensible, ce qui est dû à beaucoup d'éléments, en particulier le développement économique, et puis surtout à l'introduction de la télévision qui véhicule des normes de comportement très différentes. Donc il y a quand même Il y a une amorce en Afrique, mais on est loin d'être à l'aboutissement, parce que nous avons toujours, en Afrique, qui est un continent que je connais très bien, une fécondité de l'ordre de 4 à 4,5 enfants par femme, souvent d'ailleurs dans des familles pauvres, souvent ensuite des enfants qui sont abandonnés, ou qui sont placés dans des familles, ou enfin, disons que véritablement, en tout cas, si on veut raisonner d'un point de vue humaniste, il y aurait de quoi se pencher vraiment sur cette question et essayer de remédier à ce problème, et il y aurait vraiment de quoi faire. Mais justement, c'est un problème qui est escamoté, qui n'est pratiquement jamais abordé médiatiquement.
Non, certes, ce que vous dites est tout à fait exact. Sur l'Afrique, il faut distinguer entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Je parle de l'Afrique noire. Voilà, donc voilà, parce qu'en Afrique, oui, en Afrique du Nord, il y a une baisse déjà très largement. En Afrique, du Nord, la transition est quasiment effectuée. Mais même en Afrique noire, Voilà, si vous voulez, c'est là que il y a un démarrage, si vous voulez, il y a un début. Mais le problème, c'est que vous le savez très bien, le rythme d'une civilisation n'est pas le rythme d'une vie humaine. Donc le mouvement va s'effectuer progressivement sur 40-50 ans. Ce sont les tendances ultra lourdes. Entre-temps, dans cet intervalle de 40-50 ans, l'impact sur la population sera énorme, à la fois sur les déséquilibres entre les différentes types de populations dans le monde, mais également, on peut le citer, sur, justement, puisqu'on parle d'ailleurs d'écologie, le déséquilibre même d'une surpopulation sur un continent qui est déjà en difficulté, qui est l'Afrique. Vous voyez, et personne n'en parle. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a vraiment un problème qui est un problème à tiroir, hein, qui génère différents stades, et il n'y a pas une prise de conscience de la même façon, tout simplement parce que, comme on l'a dit, j'espère que les auditeurs l'ont bien compris, l'écologisme est une idéologie. Ah, l'écologisme, j'aime bien entendre ce mot. Mais parce que vous avez parfois des mots durs pour l'écologie. Ma question, est-ce qu'il faut donc laisser l'écologie aux mondialistes et aux gauchistes? Ou alors est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à prendre cette thématique à bras le corps et la réorienter vers le bien commun? Comme le fait M. Macron, par exemple. Non, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne méthode, cher Thibault. Si, parce que moi je pense que les écologistes, la véritable écologie est à droite, c'est la vraie droite. Oui. Il faut tout redéfinir évidemment, mais là on n'a pas le temps. Moi aussi, je suis d'accord. Mais par exemple la biodiversité, voilà. Normalement on est pour la biodiversité. Tout à fait. On a tendance à oublier la biodiversité humaine, la préservation des peuples. Moi je trouve ça magnifique qu'il y ait des peuples différents à travers la planète. Les écologistes gauchistes nient cette réalité pour des motifs idéologiques. Mais même des genres. Alors à ce moment-là, si on est attaché à la biodiversité, y compris humaine, eh bien, on pourrait trouver dommage que les peuples européens autochtones disparaissent par un phénomène de grand remplacement. Voilà. En fait, contradiction chez les écologistes mondialistes. Il faut sortir de la sémantique. Nous subissons la sémantique de nos adversaires, qui sont les adversaires de Dieu. Donc malheureusement, le mot écologie lui-même, il est inséré dans une sémantique. Donc il faut changer de mot. Et puis là, il y a aussi une question qui est... Enfin, une question, on va dire politique, une question médiatique. Quels sont les outils que nous avons à notre disposition? C'est la question des moyens, c'est autre chose. Oui, comment voilà. Que peut-on faire dans la réalité? Alors là, et là, c'est vraiment une autre question, on ne va pas la traiter maintenant, mais il faudrait qu'un jour, il faudrait quand même que les milieux de droite se posent véritablement et sur lesquels ils trouvent des véritables solutions. Mais en parlant vous parliez d'Amazonie, il faut quand même évoquer ce qu'a fait Macron. Vous parliez de Macron et d'Amazonie. C'est véritablement l'hystérisation d'un problème qui certes existe. Et on voit aussi l'hypocrisie. L'hypocrisie. La manipulation de l'écologie à des fins politiques pour reprendre la main quand on est dans une situation diplomatique extrêmement difficile et un isolement diplomatique. C'est aussi l'hypocrisie parce que la caste au pouvoir n'arrête pas de parler de fake news entre guillemets, donc de fausses nouvelles, d'un Fox. Mais alors qu'il n'y a que qui en pondent, justement, si j'ose dire, il n'y a que qui en pondent contre Bolsonaro. Mais pourquoi contre Bolsonaro? Alors pourquoi pas contre Morales? Macron, il y a des feux de forêt aussi là-bas. C'est ça. Macron a publié un tweet qui a fait beaucoup parler, avec une photo qui n'est pas bonne, qui date de 16 ans, en disant notre maison brûle littéralement, l'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène est en feu, etc., etc. Là, il y a 3 ou 4 un Fox ou un Tox. Dans un tweet, c'est quand même extraordinaire. L'Amazonie ne produit pas 20% de notre oxygène, c'est entre 5 et 10%, 6% pour la plupart des experts. De plus, elle consomme presque la quasi-totalité de l'oxygène qu'elle produit. Il y a tout un tas de trucs à redire. D'ailleurs, ce mot de poumon, mais même au-delà, je vois pas très bien en quoi c'est un poumon. C'est-à-dire que quelque chose qui consomme. Thibault, le fait que l'Amazonie brûle n'est pas une bonne chose. On va pas dire que c'est bien que ça brûle ou que c'est anodin. Mais le fait est que ça brûle partout. Ça brûle dans toute l'Amazonie. Qu'il s'agisse de la Colombie, de la Bolivie, de tous les pays qui sont environnants. Et pourquoi cible-t-on M. Bolsonaro? Il y a des raisons politiciennes, c'est ça que je veux souligner. Évidemment, un incendie de forêt, c'est un drame, mais en l'occurrence... Non, un incendie de forêt n'est pas un drame. Un incendie de forêt est un processus naturel
qui peut être souvent provoquée par la foudre et qui permet à la forêt de se régénérer. Alors, il faut aussi, bien évidemment... Une forêt jeune produit plus d'oxygène et consomme il y a davantage aussi, bien CO2. évidemment, des questions de mesure. Et bien entendu que si vous brûlez toute la forêt, il va y avoir un problème. Mais en soi, un incendie de forêt est un processus naturel qui n'a absolument rien de scandaleux. Très juste. Mais ce que je voulais souligner, c'est ce mépris de la vérité, voilà, y compris chez les élites et chez le président qui devrait être exemplaire, lui qui combat les prétendues fausses nouvelles quand elles le dérangent. Bon, voilà, cette attitude est révoltante, mais encore une fois, on joue sur les bons sentiments, sur l'émotion, pour faire passer son message, ses petites combinaisons politiques, et puis ce projet plus global et plus vaste. Mais il fallait une tête de turc pour rassembler tout le monde au G7. Ouais. Ça a tenu pendant 2 jours, et puis, sorti du G7, Trump a envoyé un tweet à Bolsonaro pour le féliciter de la qualité de son travail. Donc, en fait, c'est un petit peu un camouflet qu'il a encore envoyé. Il y a aussi autre chose. Voilà, un camouflet raffiné, un camouflet. Il y a aussi un autre thème qu'on pourrait évoquer dans le cadre de ce sujet, on a très peu de temps, mais c'est par exemple la guerre faite aux automobilistes. Oui, bien sûr. Alors, sous prétexte d'écologie, une véritable guerre, Olivier Pierre-Sortini, vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui avez été sévèrement réprimé, je pense que c'est pas secret de dire... je ne sais pas si c'est vraiment que mes problèmes de conduite. Vous avez eu droit à quelques mois à l'ombre ces derniers temps, une peine, alors que vous n'avez causé aucun accident. C'est-à-dire que peine à laquelle la plupart des agresseurs ne sont même pas condamnés en France, les agresseurs de françaises ne sont pas condamnés. Vous avez droit à ça. Alors, il y a peut-être aussi un motif politique. On en avait déjà parlé sur cette antenne. Je le dis pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui me connaissent et qui m'ont beaucoup manqué pendant ces 2 mois où je n'étais pas parmi vous et où je n'étais pas autorisé à m'exprimer sur les ondes, bien entendu. J'ai été condamné à 8 mois de prison pour conduite sans permis, en sachant qu'il n'y avait que conduite sans permis. Et je vous invite, j'ai le dossier à disposition, puisque des fois, ces gens me disent « mais non, c'est pas possible ». Ben oui, j'ai été condamné à 8 mois de prison ferme, conduite sans permis, pas d'alcool. Alors j'étais en excès de vitesse, ça c'est clair. Un excès de vitesse, je dirais substantiel, on va dire. Ceci dit, il y a plusieurs quand même phénomènes. Même le fait d'être condamné à la prison ne vaut pas forcément incarcération. Moi, je suis soutien de famille avec des enfants. Je suis passé au tribunal tout de suite. On ne m'a même pas évoqué la possibilité d'un aménagement de peine. Et si je ne suis sorti au bout de 2 mois, c'est parce que les services de l'établissement pénitentiaire et le directeur de la prison ont poussé pour que je fasse un dossier d'aménagement en interne, m'ont aidé en me faisant par exemple travailler ce qui va aider le dossier. Mais j'ai été effectivement particulièrement pénalisé. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une question simplement de conduite. Enfin, plus globalement, on n'a plus le temps maintenant, mais voilà. Vous parliez, Pascal Bernardin, de collectivisme. Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser que, au-delà du prétexte écologique, parce qu'on sait bien que c'est un prétexte, surtout de la part des pouvoirs publics parisiens, il n'y a pas une volonté de lutte contre la voiture en tant que moyen de déplacement individuel, parce qu'il faut mettre les gens dans les transports en commun par principe, par collectivisme. Oui, bien sûr. Et puis, parce que lutter contre la voiture, c'est faire baisser le niveau de vie des gens, la production économique, et donc on arrive sur cette décroissance qui est un des buts recherchés par les révolutionnaires, par les mondialistes. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Hélas, l'émission touche à sa fin. Nous allons poursuivre la discussion autour d'un verre, comme d'habitude. Chers auditeurs, merci à vous et à très bientôt.